Ça y est, on est live. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes déjà très, très nombreux à être connectés, hyper ponctuels. Bonjour à tous. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire qui vous êtes, où vous en êtes sur la partie création de site internet. Est-ce que vous en avez déjà créé et vous venez un peu pour des nouveautés ou pour refaire un peu la vision 360 du truc? Est-ce que vous êtes au début de la réflexion sur la partie création de site web? Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire également? S'il y a certains apprenants WebMyDay, n'hésitez pas, manifestez-vous. Peut-être des apprenants WordPress qui ne se lassent pas de toi, Lynn. Il y en a parfois. Peut-être des apprenants d'autres formations aussi. N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est important pour nous de savoir dès le début ce que vous cherchez du webinaire, votre niveau initial aussi. Comme ça, on va pouvoir insister un peu plus sur certains points ou peut-être aller plus vite sur d'autres. Alors, on a Sandra qui est en formation marketing digital chez nous. Donc, très bon choix, Sandra. Effectivement, quand on est en market digit, il faut savoir toucher un peu à tout. Donc, c'est une très bonne idée d'être là aujourd'hui. On a Clara. Ah, ça va tellement vite. Ça bug. Alors, on a Clara qui est en formation graphisme avec des petites bases en WordPress. Très bien aussi. Le combo graphisme WordPress, moi, je le connais bien. C'est un bon plan. On a Cédric et Isabelle, apprenantes WordPress de chez nous, tu vois, Lynn, tu leur manques. Bon, il y aura peut-être des redites un peu, du coup. Alors, formation WordPress aussi pour Sophie, formation WordPress pour Manon, Laura commence à construire son site sur WordPress. On a Alia qui hésite à prendre une formation CM chez nous. Bonne idée aussi. C'est vrai que CM, c'est un peu comme Market Digit. Le client va attendre de vous. Alors, peut-être pas d'être un créateur de site web aguerri de A à Z, mais que vous soyez en mesure d'administrer, de conseiller. Donc, c'est une bonne idée d'être ici. Très bonne idée. Formation SEO, forcément, notamment pour le pilier technique. C'est important de pouvoir mettre la main dedans. Graphisme, SEO, des sites Wix, beaucoup de profils, des gens, vous avez l'air au taquet, ça fait plaisir, très très cool. Je explique très très rapidement comment fonctionne Livestorm et puis après, Lynn, je te laisserai démarrer. Donc sur Livestorm, vous avez un onglet chat que vous avez déjà bien découvert. Donc sur cet onglet chat, effectivement, n'hésitez pas à interagir avec nous, à répondre si Lynn vous pose des questions. Moi, je vous partagerai aussi des liens, des choses utiles lorsque Lynn en parle. Ensuite, à côté, vous avez un onglet questions. Privilégiez au maximum cet onglet-là pour poser vos questions. Comme ça, nous, quand on doit les reprendre, c'est beaucoup plus simple. Vous avez également la possibilité de voter pour les questions. Alors, dans l'idée, on va essayer évidemment de toutes les traiter, mais on traitera peut-être dans l'ordre de vote si jamais vous avez joué le jeu sur la partie vote. Au niveau des questions, normalement, c'est prévu pour la fin du webinaire. Après, évidemment, si moi, je vois dans le chat des questions qui sont bloquantes ou qui font vraiment écho à ce que tu es en train de dire, Lynn, je me permettrai de te couper et puis on fera un petit échange rebond sur la question. Ok. Eh bien, écoute, formation Community Manager encore, formation WordPress Divi, piqûre de rappel, on n'en a jamais assez de WordPress. Tant mieux, c'est que ça plaît. Écoute, Lynn, si tu es prête, on va pouvoir y aller. Il y a 70 personnes connectées, il y aura encore quelques petits retardataires qui rattraperont le coche. Ça te va? Bah oui, c'est parfait. On est parti. Eh bien, on fonce. C'est parti. Bon, bonjour à tous déjà et bienvenue du coup dans ce webinaire « Comment créer un site professionnel en 2025 ?» Donc l'idée c'est de voir déjà, on va voir quelques bases, comment créer un site professionnel, qu'est-ce que ça veut dire un site professionnel, je vais vous partager quelques astuces et on va voir justement les différents outils qui existent pour créer un site professionnel. Alors, une petite présentation quand même avant de commencer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que finalement, vous êtes pas mal d'apprenants de WebMyDay et même d'apprenants WordPress. Donc, je pense qu'il y en a qui m'ont déjà beaucoup vu, mais il y a apparemment qui n'en ont pas marre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je suis Lynn Morin. Donc, je suis référente du programme WordPress chez WebMyDay. Donc, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas parmi vous WebMyDay, du coup, c'est un centre de formation qui propose plein de
formation dans le domaine du digital. Donc, vous en avez entendu parler certains, community management, création de site internet. Donc, ça, c'est ma partie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? SEO, web marketing, graphisme, copywriting. Montage vidéo, etc., etc. C'est très complet. Voilà. Et donc, je suis aussi freelance webmaster avec une partie SEO également à mon compte. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, eh ben déjà, on va comprendre comment on crée un site web. C'est quoi de créer un site web, tout simplement. Et à partir de ça, on va voir les principaux outils de création de sites internet qui existent. Donc, on va voir vraiment les plus populaires, hein, parce que sinon, on n'a qu'une heure pour présenter plusieurs choses. On pourrait sinon en passer une journée entière facilement sur juste la présentation des outils qui existent. On va parler vraiment que des plus populaires, les plus connus, et il y en a plein d'autres qui sont populaires dont on va pas pouvoir parler. Voilà, on voit vraiment une analyse globale. On va ensuite partir sur ce qui, selon nous, est le meilleur outil justement pour créer un site internet en 2025, surtout un site internet professionnel. Ça, on reviendra dessus, c'est important. Et je vous partagerai 7 astuces pour créer un site professionnel. Et on finira, comme Léopoldine a dit, sur une partie questions-réponses. Vous pouvez bien évidemment poser vos questions tout au long de la présentation également. Hop. Donc on est parti. Comment on crée un site internet? Donc, il faut savoir, un site internet, comme tout élément informatique, c'est du code. Donc, pas de panique, hein, ici, on va parler quand même on va pas parler de code spécifiquement, mais c'est quand même bien de comprendre justement comment ça fonctionne. Quand on fait un site internet, c'est donc du code, et il y a 2 types de langage, 2 types de code qu'on va utiliser. Il y a le code qu'on appelle front-end, qui est le langage client. Donc, peut-être que vous codez, que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà juste entendu parler de ces termes-là, le HTML, CSS, JavaScript. Cette partie-là, c'est vraiment le code qui va servir à mettre en page, à créer la partie visible du site internet. Donc le HTML, c'est toute la partie structure et composition. Par exemple, voilà, je vais écrire mon texte, je vais dire que ce texte est un titre, que ce texte est un paragraphe, que ce texte, ça correspond à un bouton, ici il y aura une image, etc. Le CSS, ça correspond à la partie style. Donc mon titre, tous mes titres de ce niveau-là, eh ben, ils auront telle typographie, telle couleur. Mes boutons, ils seront arrondis avec un certain rayon, ils seront placés de cette manière, etc. Le positionnement, etc. Donc plein de choses. Et JavaScript, ça concerne toute la partie dynamique, toute la partie interaction, ce que l'utilisateur fait sur la page et comment la page web réagit, on va dire. Par exemple, si vous cliquez sur un bouton et qu'il y a une pop-up qui s'affiche, ça va être du JavaScript. Donc ça, c'est la partie langage front-end. Et on a la partie langage back-end, qui est les langages serveurs. Donc là, il existe plusieurs langages serveurs, donc notamment PHP, Ruby, Python, par exemple, parmi les plus connus. Là, il n'y a pas besoin de connaître tous les langages serveurs, il suffit d'en connaître un seul, et ça permet de faire le lien justement avec le serveur, d'envoyer les bonnes informations entre le site web et le serveur pour que le site fonctionne, tout simplement. Et il faut également connaître le langage MySQL, qui est le lien, le code qui concerne la base de données. Donc, ça veut dire que quand vous créez un site internet, si vous voulez développer un site internet, eh bien, il faudra maîtriser le HTML, le CSS, le JavaScript, au moins un langage serveur comme PHP, Ruby, Python et le langage MySQL. C'est quand même beaucoup de travail et un gros boulot. Voilà. Donc, évidemment, nous, on part pas là-dessus, on va utiliser des outils, justement, parce qu'il y a 2 méthodes pour créer un site internet. On peut partir, justement, ce qu'on dit from scratch, en développant un site en codant, on fait vraiment tout de A à Z avec le code. Mais il faut quand même beaucoup de connaissances. Ou sinon, on part avec ce qu'on appelle un CMS, qui permet de créer un site sans coder. Donc, un CMS, qu'on appelle Content Management System, c'est un logiciel de création et de gestion de contenu en ligne qui permet de créer un site web sans avoir à coder. Donc, comment ça marche plus concrètement? Parce que dans tous les cas, votre site internet, ça restera du code. Hein. Même si vous passez par un outil, ça reste du code. Par contre, vous serez pas obligé de savoir coder. C'est quand même très pratique.
En fait, nous avons, par exemple, sur ce schéma, hein, le créateur qui va utiliser du coup le CMS, l'outil, en passant par une interface qui sera très visuelle, qui sera compréhensible. Effectivement, quand on n'y connaît rien en code, quand on voit plein de codes qui s'affichent comme ça, c'est du charabia, c'est incompréhensible. Là, l'interface, du coup, on comprend beaucoup mieux comment rajouter un bouton, comment rajouter une fonctionnalité, comment rajouter une page, etc., etc. Mais en arrière-plan, ça reste du code. Voilà. Donc là, par exemple, on a bien les langages clients, on a les langages serveurs également. Tout ça se déroule en arrière-plan. Le créateur ne le voit pas forcément, sauf s'il souhaite avoir accès au code. On peut utiliser un CMS et quand même toucher au code si on le souhaite. Mais quand on ne s'y connaît pas en code, c'est pas le but. L'idée, c'est de rester sur cette partie interface qui est bien plus facile à prendre en main. Donc les avantages d'un CMS, bien évidemment, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Il n'y a pas besoin de connaître tous les codes qu'on a vus précédemment, tous les langages de code qu'on a vus précédemment. Il suffit de maîtriser le CMS. Donc il faut quand même apprendre à utiliser l'outil, mais c'est quand même plus simple et moins long, surtout, d'apprendre à utiliser un outil que d'apprendre tous les codes qui existent, qu'on a vus précédemment. C'est aussi des outils très souvent très personnalisable, qu'on peut vraiment utiliser assez facilement, assez intuitivement, normalement. Et par exemple, si vous avez des bases en code, vous maîtrisez plus ou moins tous les langages qu'on a vus précédemment, peut-être que vous allez quand même être assez freiné parce que vous n'avez pas des compétences très développées dans ces langages. Donc peut-être que vous ferez un site très statique, très simple, en codant, ce qui est déjà très très bien, et bravo à vous. Mais vous pourrez peut-être pas faire tout ce que vous voulez parce qu'il faut aller encore plus loin en compétences, en expérience, en connaissances dans le code. Voilà. Donc là, avec le CMS, vous pouvez quand même faire beaucoup de choses sans apprendre énormément de choses à contrario. Voilà. C'est également des outils populaires. Donc, si vous êtes créateur de site internet freelance ou si vous souhaitez le devenir, vous verrez dans les demandes clients que c'est quand même très fréquent d'avoir des clients qui demandent de passer par tel ou tel outil parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils ont l'habitude ou parce qu'ils veulent ensuite s'en servir en interne. Évidemment, les entreprises en interne, à moins qu'ils aient un pôle informatique, mais dans ce cas-là, ils passent pas forcément par un freelance, ils vont pas s'amuser à modifier du code sur leur site internet. Ils veulent utiliser une interface qui est facile à prendre en main. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte si vous souhaitez être webmaster à votre compte. Hop, est-ce qu'on passe à la suite, Léopoldine, ou Écoute, pas de questions pour le moment. Moi, je compléterais aussi ce que tu disais sur la partie populaire. Il y a la partie freelance, puis il y a la partie employabilité aussi. Oui. Moi, je l'entends de plus en plus au service à admission. Alors, c'est vrai pour le graphisme, mais c'est vrai pour WordPress. Des offres d'emploi market comme un peu 360 qui aujourd'hui demandent texto ou la compétence logicielle Adobe ou la compétence logicielle, alors très souvent WordPress, mais ça peut être un peu plus généraliste, administration d'un site web avec un CMS. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu de l'omniprésence de ces outils-là, et comme tu le disais, quelle que soit la taille de l'entreprise, ils veulent que la chargée de com puisse faire des modifs, que le copywriter puisse intégrer l'article de blog facilement, etc. Donc quasi toutes les entreprises aujourd'hui tendent à vouloir bosser sur un CMS. Moi, quand je travaillais chez Publicis, alors évidemment, comme c'était plus cher, ils construisaient le CMS pour le client. Mais toutefois, le produit final, ça restait un CMS. Même pour des gros clients comme La Poste, Lotus, EDF, des choses comme ça, eux aussi, ils sont sur CMS parce qu'ils ont besoin que le service de com puisse faire des modifs facilement, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je reste dans cette optique à la freelance parce qu'il y a on a beaucoup d'apprenants qui veulent se mettre à Bien leur sûr. compte dans cette partie-là, mais c'est vrai que quand on cherche un travail, t'as raison de le noter, de le notifier, c'est très recherché aussi et de plus en plus, effectivement. Et on a une petite question de Jérémy Ouais. qui demande où apprendre à se servir d'un CMS. Jérémy, on va voir là dans la présentation déjà les différents CMS. Je pense que le premier choix, c'est lequel. Et puis après, C'est en ça. fonction, t'en parlera Lynn, plus le CMS est populaire, plus il est facile de s'y former, moins il est populaire, plus ça va être difficile. Exactement. Et du coup, c'est parti. Je vous propose qu'on regarde justement les principaux outils de création de site internet, donc les principaux CMS qui existent. Donc, voici une liste non exhaustive. Encore une fois, il en existe énormément. Mais là, on est vraiment sur les plus
populaires, les plus connus. Si vous êtes déjà un petit peu intéressé à la création de sites internet, je pense que vous en avez déjà entendu parler de certains. Ce que je vous propose, c'est qu'on les voit très rapidement, un à un, qu'on voit un petit peu les avantages et inconvénients de chacun très rapidement. Encore une fois, avant qu'on passe à cette étape, juste une petite définition qui est super importante pour comprendre justement les avantages et inconvénients de chaque CMS. C'est la définition de open source. C'est quoi un CMS open source? Un CMS open source, ça signifie que le code source d'un CMS, donc d'un outil, est ouvert à tous, ce qui permet de créer des nouveaux outils sur la plateforme. Alors, on va imaginer un petit peu ça. Imaginons que nous avons plusieurs développeurs ici qui utilisent un CMS, un outil de création de site web. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut créer un site de A à Z en codant, mais on peut aussi s'aider d'un CMS et coder à la fois, hein, ça n'empêche pas. Ça peut être aussi plus simple. Donc, imaginons, on a un CMS qui propose quelques outils, etc., mais qui propose pas tous les outils nécessaires pour la création de votre site. Imaginons, vous avez besoin que votre site soit multilingue, vous souhaitez rajouter des options de sécurité, vous souhaitez, je sais pas, créer un agenda en ligne, quelque chose comme ça. Eh bien, on a des développeurs qui peuvent, du coup, créer ces outils-là sur cet outil, adaptés à cet outil, parce qu'il est open source. Donc, ça veut dire qu'ils vont créer cet outil sur l'outil, et qu'ensuite, s'ils le souhaitent, s'ils le mettent à disposition de tout le monde, vous allez pouvoir, vous, également, profiter de ces outils, si vous en avez besoin, sur votre propre site internet, si vous utilisez le même CMS qu'eux. Voilà. À l'inverse, un CMS qui n'est pas open source, c'est-à-dire qu'il va proposer un nombre limité d'outils, et si vous ne trouvez pas ce qui vous convient parmi ces outils-là, vous êtes coincé, vous ne pouvez rien faire d'autre. Dès que c'est open source, ça veut dire que normalement, il y a tellement de possibilités d'outils, de choix, de fonctionnalités grâce aux autres utilisateurs, grâce aux autres développeurs, que vous devriez normalement pouvoir trouver la fonctionnalité qui vous intéresse. Donc, on va commencer avec Wix. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est vrai que c'est un CMS qu'on voit beaucoup chez les personnes qui débutent en création de site internet. Déjà parce que c'est un outil gratuit. L'hébergement est inclus également dans ce CMS, donc ça permet de faciliter l'installation, etc. On a une prise en main qui est quand même, c'est vrai, très très facile. Et on a également le SAV qui est inclus. Donc on est vraiment dans cet accompagnement de personnes plutôt qui débutent quand même en création de site web, parce qu'on va voir les inconvénients de Wix. Justement, c'est que c'est pas open source et on est très 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 vite limité, encore plus en version gratuite parce qu'il y a une version payante aussi, mais même en version payante, qui a un abonnement mensuel. C'est pas on achète une fois et vous avez votre site à vie, vous êtes tranquille. Non, vous devez payer mensuellement pour que votre site fonctionne. Donc voilà, à prendre en compte également, mais même en version payante, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités, imaginons que le CMS propose, reprenons l'exemple de rendez-vous en ligne, il propose un système d'agenda en ligne, de rendez-vous en ligne, mais ça correspond pas exactement à ce que vous souhaitez. Vous auriez aimé qu'il y ait d'autres fonctionnalités, d'autres options, etc. Là, vous êtes coincé. Voilà, donc la seule possibilité, c'est de recommencer à zéro et de repartir sur un autre CMS si vous ne trouvez pas ce qui vous convient sur Wix. Donc, ça peut être très frustrant et c'est ce qui arrive régulièrement pour les personnes justement qui veulent aller plus loin avec leur site internet. Si vous souhaitez faire un site e-commerce sur Wix, ça va être forcément payant également. Et Wix est connu pour ne pas être vraiment terrible pour optimiser son référencement SEO. Alors, qu'est-ce que c'est le référencement naturel SEO? C'est tout simplement toutes les techniques mises en place sur un site internet pour être visible sur Google. Quand on tape une requête, je sais pas, vous vendez des bougies, et quand on tape bougie à la lavande, et bien que ce soit votre produit qui apparaisse en premier sur Google, par exemple. Donc ça, on va pas rentrer en détail, mais c'est plusieurs choses à faire sur son site pour ça. Donc Wix est réputé pendant très longtemps, a eu beaucoup de soucis par rapport à ça, par rapport à l'optimisation SEO. C'est vraiment difficile d'optimiser un site sur le référencement SEO quand on passe par Wix, mais voilà, il faut quand même prendre en compte qu'il s'améliore beaucoup sur ce niveau-là. Mais voilà, à prendre en compte quand même, à faire attention. On va passer sur Joomla maintenant, qui est un CMS gratuit. Par contre, l'hébergement n'est pas inclus, contrairement à Wix, par exemple. Donc, il faut quand même prendre en compte l'hébergement qui est payant. Mais
En tout cas, Joomla est totalement gratuit. Il est également open source, donc ça c'est ce qu'on a vu, donc il y a beaucoup de fonctionnalités disponibles. Donc il est possible de faire tout type de site internet, et il y a également plusieurs fonctionnalités natives, donc c'est-à-dire qui sont déjà intégrées à l'outil. Dès que vous installez Joomla sur votre site, et ben vous avez déjà la possibilité de mettre un mode maintenance, c'est-à-dire qu'il soit pas visible par les utilisateurs pendant que vous le construisez, de mettre un système de cache, de le mettre en multilingue, qui soit en plusieurs langues différentes, par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant pour pas avoir à chercher à droite à gauche. Donc les inconvénients, c'est vrai que Joomla est réputé pour être assez complexe à prendre en main, surtout justement quand on veut rajouter des fonctionnalités. Également, si on a plusieurs fonctionnalités qui sont déjà présentes nativement sur votre site internet, mais que vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin du multilingue, par exemple, vous en fichez totalement, et ben ça va alourdir votre site pour rien. Vous avez des fonctionnalités qui ne vous servent pas, qui vont du coup alourdir votre site. Donc pour l'optimisation, pour la vitesse, c'est pas le plus intéressant. On a ensuite Drupal, qui est gratuit, qui est open source, donc comme Joomla, très intéressant, et qui est très personnalisable, mais surtout pour un développeur web. En fait, Drupal est vraiment un CMS qui a été principalement pensé, en tout cas, c'est surtout ces personnes-là qui utilisent ce CMS pour les développeurs. C'est surtout les développeurs qui vont s'orienter vers Drupal. Parce qu'effectivement, il est quand même très complexe à prendre en main si on ne sait pas coder. Il est également connu pour être complexe au niveau des mises à jour. Il faut mettre à jour l'outil régulièrement, ça c'est normal pour tous les CMS, mais les mises à jour Drupal sont vraiment pas évidentes à mettre en place. C'est pas juste un petit clic comme plein d'autres CMS, voilà. Et c'est du coup un CMS assez lourd pour le coup, et du coup assez lent. Voilà, il peut y avoir quelques ralentissements à prendre en compte. On a Webflow, qui a l'hébergement inclus, comme Wix, qui est un outil vraiment très intuitif. Ça, c'est vraiment le CMS de certains web designers, parce qu'il est très orienté design. Voilà, c'est une interface qui est très belle, qui est très agréable à utiliser, qui est réputée également pour avoir une bonne sécurité. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, si vous ne souhaitez pas passer par l'hébergement Webflow, que vous souhaitez passer par un autre hébergeur, parce que voilà, les services, les formules de Webflow ne vous intéressent pas, eh bien là, l'installation est un petit peu plus complexe à mettre en place, contrairement à d'autres CMS qui sont peut-être un peu plus connus et plus populaires que Webflow. La plupart on peut les installer souvent en un clic via l'hébergement, c'est assez facile à mettre en place. Là, avec Webflow, ce n'est pas le cas, c'est plus complexe. Également, pour le coup, comme Wix, ce n'est pas un outil open source. Donc, vous êtes limité aux fonctionnalités proposées par Webflow, ce qui forcément peut très vite limiter la personnalisation de votre site. Je rebondis, Lynn, parce qu'on a une question de Chloé qui demandait ce qu'on pensait de Framer. Est-ce que toi, tu connais Framer? Ça te parle ou pas? Non, je ne connais pas Framer. Alors, je rebondis parce qu'il est un peu sur le même concept que Webflow. C'est un peu Okay. le concurrent direct de Framer. Donc, un peu comme Webflow, c'est vrai que c'est un outil en design qui est délirant. Enfin, en tout cas, sur Webflow, on retrouve presque des configurations à la After Effects. On peut créer ces animations de burgers et tout, c'est assez fou. Optimobile, difficile, parce qu'évidemment, comme on peut tout faire, on se perd rapidement. Et moi, d'expérience, qui a été difficile aussi, c'est la partie pricing, qui, contrairement à WordPress, etc., et qui sont gratuits, mais même si ça avait un coût, en fait, la Framer, tu te dois d'imposer le prix de ton outil à ton client, parce que c'est un système de nombre de sites, de nombre de pages, etc. Ça peut être un peu compliqué, surtout quand on démarre dans le monde du webmaster, web designer. Moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite. Je me suis pris d'amour pour Webflow. J'ai construit tout un site. Et puis après, j'ai dit au client, bah oui, mais il y a 15 euros d'hébergement et puis il y a 60 euros de Webflow par mois. Et donc, évidemment, le type était pas fan. Donc, attention. Ces outils-là, je pense que si on a une bonne connaissance du design et qu'on fait son site pour soi, c'est génial. Si on a envie de le creuser et de vraiment créer un business model, je te crée des sites rapidement très, très, très design sur Framer ou Webflow. Mais il faut vraiment que l'outil soit utilisé au maximum de ses capacités parce que sinon, autant partir sur un WordPress, c'est beaucoup plus simple. Donc, si on part sur Framer ou Webflow, il faut vraiment l'utiliser à 100% de ses capacités de design et donc vraiment beaucoup se former dessus. Sinon, je pense que c'est pas très utile de partir sur ce genre d'outil.
J'espère que c'est clair, Chloé. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas. Hop, Et je te laisse alors, enchaîner sur le meilleur. WordPress. Le fameux. Alors du coup, WordPress qui a quand même quelques inconvénients, on va en parler un petit peu, mais il a l'avantage du coup d'être vraiment gratuit, open source, on l'a déjà vu, et encore plus personnalisable pour le coup que les autres outils, on verra plus tard pourquoi. Dans les inconvénients, c'est vrai que comme WordPress est très populaire en fait, et c'est aussi le CMS qui va être le plus attaqué par les hackers. Donc il peut y avoir plus de failles de sécurité. Il y a une sécurité, c'est connu WordPress pour nativement avoir une sécurité modérée. Donc il faut faire attention à faire quelques réglages supplémentaires et à faire une maintenance régulière. Ça c'est important. Mais de toute façon, pour les autres CMS, il faut aussi faire des réglages de sécurité et faire une maintenance, c'est obligatoire sur n'importe quel outil. Et il n'y a pas de SAV dédié, contrairement à pas mal d'autres outils. Mais il y a quand même un forum WordPress avec des personnes de WordPress qui sont là pour vous répondre. Et il y a surtout une très large communauté où vous pourrez normalement très facilement trouver réponse à vos questions et solutions à vos problèmes. On finit quand même avec très rapidement PrestaShop et Shopify. On va pas rentrer dans le détail. C'est deux CMS différents dans leur approche, mais dans tous les cas, c'est deux CMS qui sont conçus uniquement pour faire du e-commerce. Donc, si vous souhaitez apprendre à créer tout type de site internet, site vitrine, blog et e-commerce, moi je vous conseille de passer plutôt par un autre CMS, quitte à vous spécialiser par la suite sur PrestaShop ou Shopify, n'importe, ou un autre CMS e-commerce, il y en a d'autres. Si vous le souhaitez pour vraiment vous spécialiser e-commerce, pourquoi pas, parce que PrestaShop c'est aussi pas mal demandé par certains clients, mais si vous voulez vraiment apprendre à faire tout type de site web et à ouvrir vos compétences sur toutes les demandes de sites internet que vous pouvez recevoir en tant que salarié ou freelance, je vous conseille de passer par un autre CMS plus large, on va dire. Donc, un petit résumé. Oui. Toute petite précision, parce qu'il y a deux questions qui se recoupent un petit peu. Sur le côté payant de WordPress, je crois que tu sais où je veux en venir, mes fameux deux WordPress. C'est vrai. On a Yves qui nous dit ce que j'ai entendu, WordPress est difficile à prendre en main et assez cher pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Et on a Bérangère qui nous demande, il n'y a donc pas d'hébergeur inclus dans WordPress. Donc, je pense que c'est deux questions qui recoupent la même confusion. Alors effectivement, comme Joomla, l'hébergement n'est pas inclus dans WordPress, donc l'outil WordPress en lui-même est gratuit, mais il faut juste payer l'hébergement à côté, comme la majeure partie des CMS. Très souvent, justement, les CMS qui vont vous proposer l'hébergement inclus, ça va très souvent, pas toujours, mais très souvent, ça va justement être les outils qui sont pas open source et qui vont vraiment tout centraliser chez eux et vous proposer tout le temps leurs fonctionnalités, qui vont vous faire payer d'autres éléments, d'autres options, etc. Donc là, avec WordPress, vous payez vraiment que l'hébergement. Et ensuite, vous avez WordPress gratuit. En revanche, sur WordPress, je prends un peu d'avance parce que j'en parle plus tard, mais c'est pas grave. Sur WordPress, on peut rajouter des fonctionnalités, des outils qui sont payants. Mais là, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez faire un site professionnel très complet, très beau, très bien, avec pas mal de fonctionnalités, entièrement gratuitement. Ça, c'est tout à fait possible parce qu'il y a, comme on le disait, énormément de possibilités de personnalisation avec WordPress. Et du coup, attention effectivement à la petite distinction, on en parle souvent, parce qu'il y a WordPress.com qui est, je confonds pas Léopold, parce que je confonds toujours les deux. WordPress.com qui est l'hébergeur. Ouais, c'est la solution auto-hébergée et voilà. le vrai, l'unique, c'est le point. C'est ça. Donc, WordPress.com est donc l'hébergement WordPress qui cette fois est payant et en fait qui reprend qu'une partie du vrai outil WordPress. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez incompréhensible. Quand on commence souvent à vouloir se lancer sur WordPress et qu'on ne suit pas justement de formation, de tutos, etc., on tape WordPress sur Google, on prend sur le premier lien et puis on part sur la création du site. Sauf qu'en fait, souvent, on part sur WordPress.com qui n'est pas l'outil WordPress. Et donc là, c'est payant et en plus, on n'a même pas accès à toutes les fonctionnalités, donc c'est pas terrible. Donc, il faut bien passer sur wordpress.org où là, on a le logiciel WordPress qu'il faut installer sur son site. Et là, c'est gratuit, vous avez accès à plein de choses. Mais c'est une erreur
très 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 courantes que j'ai moi-même faites, évidemment. Voilà. Donc j'espère que ça On l'a répond tous à... faite. C'est C'est un l'histoire peu plus d'une clair. On vie. l'a tous faite. On l'a tous fait. Et c'est assez terrible comme C'est erreur tellement parce pas que, clair, ça. Ouais. en fait, après, tu te retrouves face à des tutos WordPress. Et c'est pas Oui, c'est pas non plus un outil qui est 100% différent. Il a pas la même couleur et tout, mais bon, finalement, tu retrouves un peu des choses. ouais, Et mais du coup, rien tu que ça, comprends pas. l'interface est différente, tu comprends pas, voilà. Voilà. Tu dis, Tu mais je suis comprends sur pas, tu WordPress comprends pourtant. pas. On est tous passés par là. On est tous passés Ouais. par là à un moment ou à un autre. Et quand au bout d'un Donc moment oui, tu garde, comprends ou que quelqu'un te le c'est, dit, et tu dis, eh bah, ben, t'as déjà mis faut ta carte recommencer, bleue. quoi. C'est ça. C'est ça. Donc oui, faites bien attention. Mais après, c'est vrai que c'est assez logique parce qu'on tape WordPress, il faut créer un compte, tu commences à créer le site. Tous les autres outils du monde, ça se passe un peu comme ça, donc on pense qu'on est sur la bonne direction. C'est vrai que pour le WordPress.org, le vrai, le pro, c'est un peu à l'envers. Il faut d'abord aller chercher une solution d'hébergement chez Hostinger, OVH, etc. Et après, installer le logiciel dessus. Donc c'est vrai qu'instinctivement, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire et je pense que c'est pour ça qu'on se fait souvent avoir. Donc c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Yes. Je poursuis du coup. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu. Wix, du coup, c'est vraiment le CMS qui va être adapté surtout pour les débutants qui souhaitent un petit peu se lancer dans la création de site internet. Plutôt pour faire un site gratuit, moi, je vous conseille pas de partir sur du payant avec Wix parce que très potentiellement qu'un jour, vous allez être limité, vous allez être frustré, que vous allez vouloir passer ensuite à autre chose pour faire justement un site plus professionnel, justement. Si vous voulez vraiment avoir un rendu professionnel, mettre pas mal de fonctionnalités, etc., je vous conseillerais pas Wix. Drupal, donc il y a un bon CMS, mais quand même plus orienté développeur. Joomla, ça va être intéressant pour ceux qui souhaitent avoir un maximum de fonctionnalités intégrées sur leur site directement. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher à droite à gauche, qu'est-ce que j'installe sur mon site, pourquoi, etc. Webflow, du coup, on en a un peu plus parlé, donc ça va être vraiment pour les personnes hyper orientées web design, qui sont déjà à l'aise avec tous les outils design, Adobe, etc., parce qu'on retrouve pas mal d'éléments justement de ces outils graphiques. Et PrestaShop, Shopify pour créer uniquement un site e-commerce. Et on passe au meilleur outil, enfin, pour créer un site web en 2025. Je pense que vous l'avez compris depuis très très longtemps. Bien évidemment que pour nous, le meilleur outil pour créer un site, c'est WordPress. Et pourquoi? Alors déjà, WordPress, c'est un CMS populaire. 40% des sites Internet utilisent WordPress et 60% des sites Internet qui utilisent un CMS passent par WordPress. Donc, vous voyez que c'est largement le CMS le plus utilisé, le plus populaire. Donc, après, vous allez me dire, mais c'est pas parce que tout le monde l'utilise que c'est le plus populaire que c'est le mieux. Non, effectivement, mais quand même, c'est pas pour rien que c'est le plus populaire. Et surtout, le fait que ce soit populaire est un vrai avantage, en fait. Donc, encore une fois, pourquoi utiliser WordPress? Donc déjà, c'est gratuit, on en a déjà parlé, il peut y avoir quelques ajouts payants, etc. Mais de base, c'est gratuit, on peut vraiment faire un site entier vitrine e-commerce gratuit. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en code, mais on peut quand même coder si on le souhaite sur WordPress. Et il y a une large communauté. Donc, c'est un CMS populaire. Donc, forcément, il y a plein de groupes, notamment le groupe WebMyDay, par exemple, la communauté WebMyDay. Mais même les outils, si vous installez un outil spécifique sur WordPress, très souvent, il y a des sites, des forums dédiés à cet outil, justement, pour vous aider à développer cette fonctionnalité en particulier. Si jamais vous avez des bugs, si jamais il y a des mises à jour, si jamais, je sais pas, vous cherchez quelque chose en particulier. Donc, il y a plein de tutoriels, plein de formations et plein de forums, de communautés pour vous aider à trouver réponse à vos questions. Donc, encore une fois, on va le voir encore plus en détail pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est un outil très personnalisable. C'est aussi un CMS performant, aussi bien au niveau technique, vitesse, que pour le référencement SEO. Et du coup, il est open source, mais là, c'est un open source qui est encore plus intéressant que pour les autres CMS, parce que comme on l'a dit, c'est très très populaire, et si c'est très très populaire, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont créer des outils et des fonctionnalités pour WordPress. Donc, vraiment, si vous avez, en reprenant l'exemple, si vous voulez mettre en place un agenda en ligne sur votre site avec quelques fonctionnalités spécifiques, etc., et ben peut-être qu'il y a un outil qui vous conviendra pas trop, et vous allez en chercher un autre qui vous conviendra mieux. Vous avez vraiment plein de possibilités pour plein de fonctionnalités assez semblables. Vous voulez faire du multilingue, mais il existe des dizaines, des centaines d'extensions possibles pour faire du multilingue sur un site internet. Voilà.
même si il y en a qui sont plus populaires et plus connus que d'autres, bien évidemment. Alors, on peut créer tout type de site internet avec WordPress. On peut faire du site vitrine, du blog et du e-commerce. La seule distinction, c'est que nativement, c'est-à-dire dès que vous installez WordPress, vous pouvez faire du site vitrine et du blog. À la base, WordPress a été créé surtout pour faire du blog. Maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils ont quand même gardé cette identité blogging. Et si vous souhaitez faire du e-commerce, il faudra juste ajouter justement l'outil, l'extension WooCommerce, qui est gratuite également, hein. Voilà, donc c'est la petite subtilité, mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez juste faire un site vitrine classique, vous n'avez pas toute la partie e-commerce qui est quand même un petit peu plus lourde et qui vous sert à rien. Donc c'est vraiment que en option la partie e-commerce. Le logiciel WordPress, il est très populaire, encore une fois, et très simple à installer. On peut l'installer directement sur son site depuis son hébergeur. Alors ça va dépendre aussi des hébergeurs, mais tous les hébergeurs connus et populaires permettent l'installation de WordPress en un clic, c'est ce qu'on dit. En vrai, il y a peut-être 2-3 clics, mais voilà, c'est très rapide, c'est très facile à mettre en place, donc rien de compliqué. On peut aussi installer WordPress manuellement, où là, c'est un petit peu plus long, un peu plus complexe, on met les mains dans le cambouis, mais pour ceux qui sont plus techniciens, on va dire, et c'est pas compliqué non plus, hein, c'est juste, voilà, c'est juste différent, on met un peu plus les mains dans les fichiers du serveur, etc. Mais c'est tout, au moins, ça permet de voir comment ça marche en arrière-plan, mais on peut le faire tout aussi bien. Hop. Alors, pour vous dire à quel point WordPress est personnalisable, c'est qu'en fait, il y a plusieurs éléments qu'on peut installer sur WordPress. Donc, de base, quand vous installez WordPress, vous avez le logiciel WordPress et vous allez devoir installer un thème, ce qu'on appelle un thème WordPress. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Vous ne pouvez pas créer un site sur WordPress si vous n'avez ni WordPress ni un thème. Donc, le thème, ça va être un outil, on va dire, qui permet d'avoir une base de mise en page, de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'en fonction du thème que vous allez installer sur votre site, vous n'aurez pas les mêmes onglets, les mêmes fonctionnalités, la même apparence, etc. Ça va légèrement différer votre logiciel WordPress. Encore une fois, il existe des milliers de thèmes WordPress différents. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir, quand on apprend justement à utiliser WordPress, souvent on apprend à utiliser au moins un thème. Ensuite, on peut se spécialiser sur vraiment un thème qui est très connu, très populaire, etc. Mais on peut aussi apprendre à utiliser d'autres thèmes qui serviront davantage pour du e-commerce, qui serviront davantage pour les développeurs. Justement, on a des thèmes vraiment spécifiques pour plein de types de sites différents. Donc, on a des sites très personnalisables, d'autres qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. On a des thèmes gratuits qui sont très, très, très bien. Dans la formation WordPress de WebMyDay, on présente 3 thèmes différents, par exemple. Et on a toute la partie optionnelle. Donc les extensions, c'est justement ces fonctionnalités qu'on peut rajouter sur un site internet. Donc si vous souhaitez optimiser le référencement SEO de votre site, par exemple, vous allez pouvoir ajouter une extension. Si vous souhaitez faire du multilingue, vous allez pouvoir mettre une extension, etc. Vous pouvez vraiment ajouter tous les éléments que vous souhaitez sur votre site. Si cet élément-là, vous souhaitez plus faire de multilingue, vous l'enlevez et comme ça, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez plus ces options-là, vous n'avez plus cet outil qui alourdit aussi le site pour rien. Voilà, vous pouvez vraiment rajouter toutes les fonctionnalités que vous souhaitez sur votre site petit à petit. Alors, je mets que les extensions sont optionnelles. En vrai, c'est quand même rare d'avoir un site WordPress sans aucune extension, hein. Souvent, on en a quand même quelques-unes. On a aussi la partie Builder, donc Builder qu'on appelle aussi constructeur de page, qui permet, c'est un outil pareil qu'on installe sur WordPress et qui permet de créer un site beaucoup plus facilement. On va se rapprocher un peu de Wix par exemple dans la partie édition où on est sur du glisser-déposer, des systèmes de blocs, parce que quand on n'utilise pas de constructeur de page de Builder, on n'édite pas le site en direct. Donc, on peut avoir une différence entre le mode édition et le mode live, vraiment quand on est sur le site internet, ce qui peut être un petit peu frustrant et un petit peu plus embêtant à prendre en main. Grâce au Builder, déjà, c'est quand même beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable à utiliser et souvent, c'est très, très, très personnalisable. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec des builders. Parmi les plus connus, on a Divi et Elementor notamment. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ceux qui sont déjà dans la formation WordPress, bien évidemment, vous êtes peut-être même déjà experts du coup sur ces outils.
Et on a ensuite les templates. Donc ça, c'est des mises en page qui sont déjà toutes faites. Vous avez vu une page d'accueil qui est très jolie, par exemple. Vous pouvez réinsérer cette mise en page de page d'accueil sur votre site et vous avez juste à changer le contenu, les images, les couleurs. Voilà, ça c'est très simple. Pas du tout obligatoire, hein. Le builder, c'est pareil, c'est pas obligatoire du tout, mais ça permet de personnaliser davantage et surtout d'avoir, encore une fois, un rendu justement professionnel et très sympa, sans forcément être un web designer qui a 10 ans d'expérience. On passera ensuite à quelques astuces justement pour créer un site professionnel. Est-ce que, Léopoldine, il y avait des questions ou autres? Alors, il y a beaucoup de questions. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Alors déjà, bon, il y a quelques personnes qui te remercient et qui s'en vont parce que pour manger, je suppose, ou parce qu'il y a une obligation. Okay. Alors, parmi les questions, avant peut-être de passer aux astuces. Alors, il y avait la question de Jérémy, comme on est sur WordPress, là, on termine WordPress, qui demande, peut-on se servir d'un blog WordPress pour faire un site e-commerce? Très bonne question. Effectivement, on n'est pas obligé de faire, quand on fait un site, ça va pas forcément être qu'un site vitrine, qu'un blog ou qu'un site e-commerce. On peut vraiment faire ce qu'on souhaite, hein. D'ailleurs, très souvent, la plupart des sites e-commerce, par exemple, auront des pages dites vitrines, donc qui n'ont pas de paiement en ligne, hein, qui sont pas du tout liées à des produits, etc. Donc, je sais pas si vous faites une FAQ, la page d'accueil, par exemple, même si elle présente les produits, c'est pas forcément une page e-commerce. Voilà, donc on peut très bien faire une partie blog avec une partie e-commerce. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et ça recoupe un peu parce que tu l'as dit à la base, WordPress, c'était un outil de blogging. Et en fait, il y a pas mal de monde qui sont restés là-dessus et qui du coup s'étonnent qu'on puisse faire autre chose sur WordPress. Ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui que WordPress ouais, ça fait plus longtemps que ça a utilisé changé que quand même. pour les blogs. Mais c'est vrai qu'à la base, mais d'ailleurs, tu vois, là, j'ai leur page web sur mes onglets et il y a marqué blog, tool, publishing. Ouais. Donc, ouais, ils dans ont leur aussi pas très communication, bien ils sont travaillé leur restés. Ouais. transition. Ouais. Je pense que c'est une volonté de leur part, hein, de rester. Ce que même dans l'apparence, le tableau de bord de WordPress, on retrouve quand même bien mis en avant cette partie blog, cette logique blog, qui peut être un petit peu déroutante justement quand on commence, parce que c'est pas très instinctif. Nous, la plupart du temps, on souhaite commencer par une vitrine, alors que eux commencent presque par la partie blog, même si on souhaite pas faire de blog. Voilà. Mais ils sont vraiment restés sur cette logique-là. Ouais, je sais pas vraiment pourquoi, mais il doit y avoir une raison. En tout cas, ils sont connus pour ça à la base aussi. Une dernière petite question sur WordPress. Après, on prendra toutes les autres questions. Comme ça, tu peux enchaîner sur tes astuces. On a Cathy qui nous dit, j'ai un site WordPress et l'extension WooCommerce est payante à 40 € par mois. Avez-vous un meilleur plan? Ah non, WooCommerce, c'est pas payant. Oui, Alors là, WooCommerce n'est pas censé être payant. En fait, ouais, moi aussi, je me c'était suis peut-être déjà pas la fait bonne avoir. extension. Non, il y a un abonnement en fait WooCommerce qui permet d'avoir un peu l'intégralité de tous les trucs autour de WooCommerce. Mais honnêtement, c'est pas nécessaire, hein. Moi, ça fait 10 ans, je crois que Lynn aussi, ça fait 10 ans qu'on travaille sur WordPress. On a propulsé je sais pas combien de sites e-commerce et on n'a jamais eu besoin de cette version payante. Donc Non. honnêtement, partez sur le plugin WooCommerce gratuit, tranquillement. Ouais, et si besoin de rajouter, ça arrive, parce que les sites e-commerce, à chaque fois, il y a toujours des besoins assez uniques. Donc, il peut y avoir la possibilité de rajouter des extensions qui, pour le coup, peuvent être payantes. Ça dépend ce dont vous ou votre client avez besoin. Mais au contraire, de partir sur une formule WooCommerce payante où on vous oblige, pareil, à passer à ces fonctionnalités spécifiques et pas d'autres. Bon, c'est pas très pertinent, effectivement. Il y a Jetpack à l'intérieur et on sait tous qu'on désactive Jetpack immédiatement. Alors, Cathy, peut-être éventuellement que vous êtes aussi sur le mauvais WordPress. Peut-être le WordPress.com. Peut-être à vérifier. C'est peut-être ça. À vérifier. Mais effectivement, à voir, mais vous devez avoir une version WooCommerce gratuite, hein, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. Donc, Cathy est bien sur WordPress.com. Et ben, on arrive à ce schéma, voilà, Cathy, qu'on a tous fait. On l'a tous fait. Et effectivement, on se retrouve tous coincés à un moment. Peut-être qu'il faudra envisager de passer sur le logiciel WordPress pour pouvoir avoir le tout, quoi. Ouais, voir quelque chose justement de plus personnalisable, vous serez moins coincé. Et vous aurez moins à payer, surtout.
Lynn, une dernière petite question de Ouais. Tiffaine avant qu'on passe aux astuces, parce que je vois que ça fait plusieurs fois qu'elle la pose, peut-être qu'elle est un peu pressée. On a Tiffaine qui nous demande que pensez-vous de Google Site? Tu sais, l'éditeur de sites web par Ah oui, Google. oh bah là c'est pareil, on est hyper limité avec Google Sites, hein. Vraiment là l'idée c'est vraiment de faire des tout petits sites internet reliés très souvent à Google My Business, hein, c'est ça. Voilà, ça c'est vraiment justement quand on veut avoir une petite vitrine. Mais là, enfin vous pouvez pas faire grand chose, vous êtes hyper limité. Donc voilà, si vous voulez juste avoir un site avec le nom sur votre site et histoire de dire voilà j'ai un site, bah oui ça peut convenir. Mais si vous voulez vraiment un site qui convertit, qui sert à quelque chose réellement, bon, vous n'allez pas faire grand chose avec Google Sites, hein. On est plutôt sur une carte de visite en ligne pour Google Sites, comme Ouais, tu c'est dis, liée à exactement la ça. Ouais, Google c'est My ça. Business. C'est Ça se fait ça. rapidement. Après, ça dépend de l'objectif de conversion du site aussi, hein. Exactement. Mais encore une fois, on Ça n'est fait pas partie sur de un site l'objectif marketing. professionnel du coup. On est plutôt sur une carte de visite en ligne. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Très, très bonne remarque. Je poursuis du coup. Vas-y, vas-y. Ok, c'est parti. Donc, je vais finir assez rapidement quand même sur 7 astuces pour créer un site professionnel, justement, qu'on ait un rendu professionnel. Donc, déjà, on ne commence pas son site comme ça, tête baissée, en créant directement ses pages, en touchant directement à la mise en page. Il faut réfléchir son site en amont si vous voulez, ne pas perdre du temps. Alors, ça peut paraître contradictoire de se dire, je vais prendre le temps de réfléchir à mon site, etc., pour ne pas perdre du temps. Mais c'est vrai. Vous aurez beaucoup plus de chances de refaire votre site plein de fois, de revenir en arrière, etc., si vous ne réfléchissez pas à votre site en amont. Et surtout, c'est indispensable si vous voulez tout simplement avoir un site qui fonctionne et qui est pertinent. Donc, il va falloir réfléchir en amont aux objectifs du site, à quoi il sert, est-ce que vous souhaitez avoir un site pour gagner en visibilité, pour que les internautes vous connaissent, pour montrer votre expertise, pour obtenir des contacts, pour vendre si c'est un site e-commerce, pour amener vos internautes en magasin parce que vous avez une boutique de fleurs à Rouen, par exemple, j'en sais rien. Quelles va être les cibles de votre site internet? Est-ce que vous visez des adolescents ou est-ce que vous visez des banquiers? Forcément, le contenu, la charte graphique sera différente en fonction. Quelles vont être les fonctionnalités? Donc ça, c'est très important d'y réfléchir en amont, surtout si vous faites le site pour un client et même pour vous, ce qui peut y avoir certaines fonctionnalités payantes, par exemple, ou alors des fonctionnalités que vous aurez besoin d'apprendre à maîtriser parfois. Ça dépend ce dont on a besoin, mais il faut réfléchir en amont pour construire le site en fonction de ces fonctionnalités également. L'arborescence, donc ça va être tout simplement les pages de votre site, la structure, l'architecture de votre site. Donc là, encore une fois, c'est très important de savoir quelles vont être les pages de votre site, comment vous allez l'organiser pour ensuite construire le contenu de chaque page. Chaque contenu doit être pertinent. Il ne doit pas être là juste parce que oh bah tiens, j'ai cette idée-là, pourquoi pas. Non, il faut que chaque contenu ait vraiment un objectif et que la navigation soit fluide, bien pensée. Si votre arborescence vous semble complexe de votre côté, ça sera encore pire pour votre internaute. Ensuite, évidemment, la charte graphique, les couleurs, typographie, logo et la charte éditoriale. Est-ce que vous allez tutoyer votre internaute où vous voyez? Est-ce que vous allez parler avec humour, avec un ton léger ou au contraire avec beaucoup de statistiques, quelque chose de rigoureux? Bon, voilà, tout ça se réfléchit ensemble. Ensuite, il faut bien installer son site internet, donc bien choisir son nom de domaine qui est le nom du site, hein, c'est l'URL de votre site internet. Donc souvent, le nom de domaine reprend votre nom de marque, mais parfois, il peut y avoir des petites subtilités. Est-ce qu'on met des tirets ou pas? Est-ce qu'on rajoute l'intitulé du poste derrière? Des choses comme ça. Il faut bien choisir l'extension également, .fr, .com, .net, .bzh pour les Bretons. Fallait que je la mette quelque part, bien évidemment. Bien choisir son hébergeur. Si vous choisissez mal votre hébergeur, vous allez devoir rechanger plus tard. Ça peut être assez frustrant et contraignant. On peut changer de nom de domaine et d'hébergeur, bien évidemment, mais c'est quand même des actions qu'on souhaite quand même éviter parce que c'est un petit peu contraignant. Et il faut également bien installer son CMS, WordPress par exemple. Ensuite, avoir une belle mise en page. Donc, quand on pense avoir un site professionnel, souvent, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit parce que c'est la partie visuelle, c'est d'avoir
quelque chose de beau, qui fonctionne bien, qui fait bien, qui est joli, etc. Donc vous voyez déjà avec ce qu'on a vu précédemment et ce qu'on verra ensuite qu'il n'y a pas que la mise en page qui compte. Mais c'est important tout de même parce qu'effectivement, il faut respecter quand même les règles d'ergonomie, donc tout ce qu'on appelle UX, UI design, si vous connaissez un petit peu. Voilà, que les textes, les titres soient plus grands que les paragraphes, hein, tout simplement, que les boutons soient assez grands, que le contraste entre les couleurs fonctionne bien, que ce soit lisible, que les textes soient, les marges soient assez aérées, que les textes ne collent pas sur les bords, voilà, des petites choses comme ça, par exemple, il y a plein d'exemples. Il faut également que son site soit responsive. Donc responsive, ça veut dire que votre site s'adapte à tous les formats, ordinateur, téléphone mobile et tablette. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir que plus de la moitié des visites sur un site internet sont réalisées sur téléphone mobile. Donc si votre site ne s'affiche pas bien sur mobile, forcément, ça fera pas professionnel du tout. Il faut également garder une mise en page harmonieuse sur toutes les pages. Si vous avez une page d'accueil qui a beaucoup de formes arrondis, une couleur dans les tons orange, etc., et qu'on passe sur votre service, je sais pas, de maintenance de site internet, et vous avez une ambiance très technologique, dans les bleus, les boutons sont carrés, etc., ça n'a rien à voir avec la première page, on sait pas du tout quelque chose d'harmonieux, et donc ça fait pas professionnel, et encore pire, on peut avoir l'impression d'avoir changé de site internet à la place de l'internaute, donc c'est pas cohérent, c'est pas logique, et sûrement que vous avez en plus perdu beaucoup de temps à faire des mises en page différentes. Ensuite, il faut sécuriser son site internet. Donc ça, c'est essentiel, qu'importe l'outil de CMS que vous utilisez, la sécurité d'un site internet est super importante. Vous aurez beau faire un site qui est magnifique, si le lendemain il a été hacké et que le site n'est plus accessible, vous allez l'air un peu bête. Donc, il faut faire des sauvegardes de son site internet, installer le SSL. Donc le SSL, c'est tout simplement le petit cadenas fermé qu'on a à côté d'une URL. Normalement, tous les sites sur lesquels vous allez ont ce petit cadenas fermé. Ça permet de crypter les données, c'est indispensable. Il faut mettre à jour son site internet régulièrement et donc là, je vais un petit peu plus vite, mais il faut installer faire pas mal de réglages pour justement sécuriser davantage son site, cacher des informations sensibles, protéger davantage la page de connexion, parce que c'est souvent par là que vont passer les hackers, justement. Donc il y a plein de choses à mettre en place en plus. Il faut respecter le RGPD, donc cette partie-là, on se dit c'est pas très fun. Donc le RGPD, c'est la Réglementation Générale de Protection des Données, une loi européenne, c'est obligatoire. Il faut le faire, qu'importe si vous avez un tout petit site internet de rien du tout ou un gros site e-commerce, blog, etc. Dans tous les cas, il faut rédiger et mettre en avant des pages juridiques, mention légale, politique de confidentialité, etc. Il faut installer une bannière de cookies et une politique de cookies, et également respecter les droits d'auteur, donc prendre des images libres de droit, ne pas copier-coller des textes d'autres personnes, etc., sauf si vous les mentionnez que vous avez leur accord. Voilà, il y a plein de subtilités. C'est une partie qui fait pas très fun, mais en réalité, elle est pas compliquée du tout, surtout si justement vous avez un petit site internet, que vous ne faites pas de la récolte de données à des fins commerciales ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, les pages juridiques sont assez simples à mettre en place. Hein. Ça, faut pas paniquer là-dessus, mais en tout cas, faut le faire. Hein. Ça, faut prendre un petit peu de temps pour le faire, et vous serez en règle et pas embêté. Il faut également optimiser son site internet pour qu'il soit visible sur Google. C'est vrai que c'est dommage de faire un super site web, mais que personne ne le voit, personne ne le trouve. Et qu'il soit également léger et rapide. Pareil, si vous faites un super site internet, je pense pour le coup peut-être au site un peu l'exemple Webflow que tu donnais, Léopoldine, tout à l'heure, où on met plein d'animations, etc. Dans les faits, ça peut être sympa, mais si vous avez un client un potentiel client qui n'a pas la fibre, qui met 5 minutes à afficher votre page web, en fait, il va partir avant d'avoir vu votre résultat. Donc, c'est pas très intéressant non plus. Faut trouver le juste dosage. Et enfin, il faut mettre en place des outils de suivi. Donc, ça sert à rien d'avoir un super site internet si vous savez pas s'il fonctionne, s'il a des visites. Donc, il faut mettre en place des outils de monitoring pour savoir justement si votre site est bien visible, est-ce qu'il est visité, le comportement de vos visiteurs, sur quelle page ils vont, d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent de Google, du référencement SEO, des mails que vous avez envoyés ou des réseaux sociaux par exemple, et également de repérer justement s'il n'y a pas des failles, s'il n'y a pas des choses à modifier sur votre site, s'il n'y a pas eu des problèmes qui sont apparus sur votre site. Ça, c'est important aussi pour qu'il reste fonctionnel tout simplement. Hop.
Donc, un petit mot quand même sur la formation WordPress. Donc, pour ceux qui ne la suivent pas déjà, si vous la suivez déjà, vous pouvez mettre un petit commentaire et dire si justement c'est une formation qui répond à vos attentes. Donc, formation WordPress, justement, on voit en détail tous les 7 astuces et même plus que j'ai présenter tout de suite. Il y a même une partie, voilà, si vous voulez être freelance webmaster, justement, il y a tout un chapitre qui vous donne des astuces, conseils, comment établir un devis en création de site internet, comment trouver des clients, etc. Il y a plein d'éléments. Il y a même des astuces en plus, comment faire de la maintenance, comment migrer un site internet. Voilà. Donc, ça va encore plus loin, mais on voit beaucoup plus en détail, justement, les 7 points que je viens de vous présenter. Donc voilà, donc la formation WordPress avec une partie formation et e-learning. Donc pour ceux qui font déjà d'autres formations WebMyDay, c'est exactement les mêmes caractéristiques, des vidéos d'e-learning, des séances avec un coach attitré, avec une communauté et qui est certifiante. On a une certification en fin de formation. L'idée vraiment de la formation, c'est que ce soit vous qui appliquez, vous allez à votre rythme et vous avez vraiment les séances de coaching pour adapter justement cette formation à votre niveau, que vous soyez grand débutant, vous n'avez jamais touché à WordPress, vous n'avez jamais créé de site internet de votre vie, ou que vous ayez déjà des bases et que vous souhaitez voir des choses spécifiques parce que vous souhaitez créer un site avec telle fonctionnalité, vous avez tel besoin, vous aimeriez plus travailler la partie technique ou au contraire plus la partie mise en page, n'importe. Voilà, donc vraiment les séances sont vraiment adaptées en fonction de vos besoins, votre niveau, vos attentes. Voilà. Et puis on arrive à la fin, donc merci déjà de votre attention et puis on va finir sur vos questions. Quel timing, Lynn. Quel timing. Ouais. Ouais. Allez, 3 minutes. Ouais. Bravo. Alors, on a plein de questions, donc je te propose, on va les reprendre dans l'ordre, dans l'onglet questions. Ouais. Je réponds rapidement aux questions sur la formation WordPress de WebMyDay parce qu'il y en a pas mal qui sont arrivés dans le chat. Donc, on nous demande quel est le prix de la formation, comment suivre la formation et est-ce que la formation est accessible à tout niveau. Donc au niveau du prix, je vous mets le lien vers la formation. On a 2 formules. Donc la première formule qui est à 1 740 € sur les 3 mois de parcours, le e-learning qui a été produit par Lynn, les 8 séances avec le formateur et l'oral pour obtention de la certification professionnelle la dernière semaine des 3 mois. Donc ça c'est le premier parcours. Deuxième parcours qui est à 2 240 €, où là, en fait, ça s'appelle le parcours freelance. Là, en fait, une fois qu'on a obtenu sa certification et uniquement si on l'a obtenu, on va pouvoir engager ce nouveau mois de formation avec un nouveau formateur, là, spécialisé en création d'entreprise. Un e-learning créé par moi-même d'ailleurs, par votre serviteur sur la partie créa d'entreprise. Et donc là, c'est vraiment un mois pour bosser sur le projet de création d'entreprise. Donc très souvent sur des projets freelance, mais en gros, qu'est-ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on se spécialise, à quel tarif, quelles offres et comment on va aller chercher ses clients. Donc ça, c'est sur la deuxième formule qui est un peu plus longue, un peu plus complète. C'est la formule freelance. De toute façon, les tarifs sont en clair directement sur le site. À gauche, vous cliquez sur le sous-onglet tarifs et vous allez voir les 2 offres. Comment suivre la formation? C'est une formation donc qui est en ligne, 3 mois en ligne à son rythme. Vraiment à vous de donner le tempo à votre formation entre les cours, les exercices d'application. Ouais. Les cours, les exercices d'application, les séances avec le formateur. Seule contrainte, ça va être forcément donc cet oral en bout de parcours. Après, on n'est pas fou. Si vous n'êtes pas prêt pour l'oral et que votre formateur trouve qu'il y a besoin de temps supplémentaire pour le travailler, on fait une demande de report de certification. Ouais, ce qui est assez rare, vraiment, il y a largement le temps. Sur WordPress, c'est rare, ouais. Ouais, il y a largement le temps de faire tout ce que vous avez, de vous préparer en tout cas pour cet oral durant les 3-4 mois du coup de formation et les 8 séances de coaching avec votre coach. Non, il y a un très très bon taux de réussite sur la formation WordPress. Je crois que c'était 97% en 2024. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est parce que c'est la meilleure formation de WebMyDay. Bien sûr.
Et donc, dernière petite question sur la formation. Après, on prend toutes les questions type FAQ. On a Marlène qui nous demande, est-ce que la formation est accessible à tout niveau? Oui, on est sur une formation à destination de débutants, de débutants plus. Donc, débutant qui n'a jamais utilisé un logiciel d'édition de site web, mais qui est à l'aise avec l'outil informatique, avec des logiciels soit d'édition de texte, soit d'édition d'images, donc Word, Canva, PowerPoint, des choses comme ça. Débutant plus, on est sur quelqu'un qui a déjà eu une première prise en main d'un logiciel d'édition de site. Très souvent, ça va être Wix ou Strikingly, et qui a envie de passer une étape. Évidemment, en fonction du niveau de base, le formateur s'adapte, passe plus de temps sur quelque chose, ou au contraire, va un peu plus vite sur autre chose. Ouais. Il n'y a Et pas ça que peut Francis qui dit que aussi, WebMyDev sont les meilleurs. Merci beaucoup. ça peut être aussi, on a eu pas mal d'apprenants qui ont déjà fait des sites sur WordPress, mais voilà, qui ont suivi un petit peu en autodidacte ou qui ont eu peut-être juste quelques cours à l'école, en formation, mais voilà, c'était pas une formation dédiée WordPress. Voilà, on a déjà eu pas mal d'apprenants comme ça et qui revoyaient vraiment toutes les bases et toutes les compétences, toutes les connaissances qu'il y a à avoir pour la création de site web, étape par étape, de A à Z. Donc là-dessus, ça a été vraiment pensé pour avancer à chaque étape d'un projet de création de site internet. La seule distinction, c'est peut-être juste que c'est vraiment une formation no code pour apprendre à créer un site internet sans coder. Voilà. Donc il y a juste ça à prendre en compte. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour utiliser WordPress et développer avec du code, ça sera pas cette formation-là. Et ben du coup, ça me permet de rebondir sur une question de Benoît, qui me semble a fait la formation SEO chez nous, qui demande avec quel constructeur est fait la formation WordPress. Alors du coup, on présente 3 thèmes différents avec 3 constructeurs. Donc on a Gutenberg qui est le constructeur natif de WordPress, on a Elementor et on a Divi. Donc durant la formation, l'idée c'est que l'apprenant il crée un site internet, qu'importe si c'est son site, celui d'un client, celui d'un ami ou un site fictif. Du coup, l'idée c'est de choisir quel thème et quel constructeur on veut utiliser. Ça vous empêche pas par la suite de revoir la formation pour apprendre à utiliser un deuxième constructeur, puis le troisième constructeur, si vous le souhaitez. Mais durant la formation, durant les séances de coaching, on va se concentrer quand même sur un constructeur. Après, si vous revoyez la formation en autodidacte pour apprendre à utiliser un autre constructeur, vous pourrez très bien soit prendre une nouvelle séance, pourquoi pas, avec votre formateur. Et sinon, vous avez la communauté de WebMyDev qui est disponible avec tous les coachs, tous les anciens apprenants qui commencent à avoir beaucoup de bagages. Il y en a qui sont très, très présents et ça, c'est super bien. Pour vous répondre également, pour vous conseiller si vous avez des questions. Ouais, carrément. Et puis en plus, bon, Gutenberg, je le mets un peu à part parce que c'est plutôt pour être au courant de cet outil. C'est vrai que c'est un peu rare de propulser un site entier. Il est plus complexe à prendre en main. Mais il va se développer. Ouais. Mais il s'améliore. Non, mais attends, moi, quand j'ai commencé, il y avait vachement. 3 blocs. Il y avait texte, image, bouton. Ouais. Donc, là, quand on comprend les bases, il n'est pas hyper intuitif de base, Gutenberg, mais quand on comprend son fonctionnement, ça va. Mais il y a encore quelques soucis, notamment au niveau du responsive, c'est une catastrophe. Donc quand déjà ils auront fait en sorte que l'outil soit plus responsive, justement, Gutenberg sera très intéressant. Mais c'est bien quand même de connaître les bases de cet outil, surtout quand on veut être webmaster, quand on veut créer des sites, parce que comme c'est un constructeur natif à WordPress, c'est-à-dire dès qu'on installe WordPress, il y a Gutenberg, ça veut dire que on peut plus ou moins utiliser Gutenberg sur n'importe quel thème WordPress. Voilà, ce qui est quand même intéressant. Voilà. C'est ça. Donc, forcément, normalement, vous allez plutôt choisir ou Elementor ou Divi en termes de constructeur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont interchangeables assez rapidement. Moi, je suis très team Divi. Je crois que j'ai jamais propulsé un site avec Elementor, mais si je devais le faire, je vais retomber sur mes pattes très rapidement parce qu'en fait, les interfaces se ressemblent beaucoup. Donc, eh bien, je réponds juste à cette question sur les sessions de formation et après, je te propose qu'on attaque les questions sur l'IA parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'IA. Cette question-là, elle est très simple, il y en a pour une seconde. Pour les sessions de formation WordPress, est-ce qu'il y en a souvent? Eh bien oui, il y en a une tous les mois. Voilà, réponse facile, question facile. Vous retrouvez à la fin du programme le calendrier 2025 et vous retrouvez toutes les sessions qui démarrent chaque mois.
Et sur ce, je te propose qu'on attaque la question de l'IA. De toute façon, je vous rassure, quelle que soit la discipline, la question de l'IA arrive toujours. Donc, il y a 2 semaines, on faisait sur le copywriting. On a beaucoup parlé d'IA. Donc, aujourd'hui, on est sur le web. On va parler d'IA. Je te propose de te lire les 3 questions IA et puis on voit si on peut faire une réponse un peu globale. Ok. Alors, on a Anne-Louis qui nous demande bonjour, que pensez-vous de l'évolution de WordPress face à l'IA de plus en plus présente? On a Dominique qui nous demande quid de l'IA générative pour créer un site internet? Et enfin, on a Nathalie qui nous demande on peut désormais créer des sites internet via l'IA, qu'en pensez-vous? Est-ce fiable? Donc, 2 axes. D'abord, IA WordPress, quel avenir? Et deuxième axe, c'est plutôt quoi penser aujourd'hui des outils de création d'IA automatisés, entre guillemets. Ouais. Alors, donc l'IA, effectivement, c'est incontournable. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais dans la formation WordPress, il y a un chapitre sur l'IA, justement, comment utiliser l'IA pour la création de sites internet, l'IA générative. Donc, vous avez de l'IA sur les outils WordPress. Elementor, Divi, par exemple, ont une partie intelligence artificielle. Après, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT également pour vous aider à construire la structure de votre site, à vous donner des idées, qu'est-ce que ça peut être, à même générer du code, pourquoi pas, si vous en avez besoin. On peut utiliser ChatGPT pour plein de choses également. Et les autres CMS, pas tous, mais la plupart ont une partie intelligence artificielle aussi. Forcément, ça se développe énormément. Donc, c'est super intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a toute la partie template justement qui existe déjà, où toute la mise en page est déjà faite. Et vous avez juste à changer le contenu. Là, avec l'intelligence artificielle, ce que vous pouvez faire, c'est générer une page unique qui part pas d'un template, mais qui est vraiment unique par rapport à votre demande. Je cherche à faire une page d'accueil pour, je sais pas, une société, pour un club de yoga, voilà, et je veux présenter mes services, voilà. Je présente tout, je parle de mes couleurs, ma charte graphique, et l'intelligence artificielle est capable de vous sortir une page. Honnêtement, c'est quand même pas mal, je trouve, de l'expérience que j'en ai fait. Il y a des choses intéressantes, les mises en page sont assez modernes, sont intéressantes, ça donne des idées. Après, alors, au niveau des images, l'image générative, c'est pas encore toujours ça. Les outils, en tout cas, comme Divi, etc. Bon, là, on peut juste chercher des images ailleurs, sinon c'est pas très grave. Mais pour la mise en page en elle-même, c'est pas trop mal. Parfois, ils ont, au niveau des prompts, donc les prompts, c'est justement la demande qu'on va faire à l'intelligence artificielle. Parfois, la réponse au prompt est pas tip top, mais globalement, franchement, ça va et c'est intéressant. En revanche, pour moi, surtout quand on veut apprendre à maîtriser un outil comme WordPress, en formation par exemple, je recommande pas du tout d'utiliser l'IA. Pour moi, c'est vraiment plus pour trouver l'inspiration, pour voilà, pour aller plus vite, pourquoi pas, mais pour apprendre, c'est pas du tout la bonne solution. Et après, pour l'avenir avec l'IA, etc. L'IA, pour l'instant en tout cas, est principalement utile pour la partie mise en page. Donc, comme on a vu dans les 7 astuces, la partie mise en page, c'est qu'une partie d'un site professionnel. Donc, si vous demandez à l'IA, c'est vous qui demandez avec le prompt justement, qui demandez à l'IA ce que vous souhaitez comme page d'accueil, comme page contact, etc. Si vous n'avez pas réfléchi votre site en amont, que votre charte graphique elle est pas pertinente, etc. Vous aurez pas un résultat pertinent. Même si la mise en page est belle, ce sera pas pertinent. Pareil, si votre site est pas sécurisé, etc. Voilà. Donc la partie intelligence artificielle va finalement s'occuper de ce qui intéresse le plus souvent quand on commence la création de site web, c'est vrai, de la partie mise en page, la partie visuelle, mais toute la partie arrière-plan, réflexion, stratégie, sécurité, etc. Elle pourra vous accompagner, elle pourra vous conseiller, elle pourra vous aider, mais ce sera quand même à vous d'avoir l'expertise, ce sera quand même à vous de prendre les décisions, à vous ou votre client ou avec votre client, mais d'avoir justement les compétences, les connaissances pour développer un site justement professionnel et pertinent. J'espère que ça a bien répondu.
Écoute, on te dit bravo Lynn, très bien résumé. Voilà. Oui, Merci. oui, c'est ça. Bah, Marion disait la semaine dernière pour copywriting une phrase, après c'est normal, elle est copywriter, une phrase choc qui était bien, qui était y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc ça résume assez bien ce que tu dis, Lynn, c'est qu'évidemment, si derrière tu connais pas et t'es pas capable de donner des instructions claires à une IA, voilà, ça fera pas grand-chose. Moi, je suis Ouais. plus dure que toi avec l'IA sur le web. Non, mais parce que honnêtement, enfin, aujourd'hui, l'IA est venue remplacer entre guillemets les templates, mais je trouvais déjà qu'à l'époque il y avait trop de templates. Tu vois, t'arrivais Oui. sur Divi, il y a 1350 layouts. Tu lui dis je suis boulanger, il t'en reste encore 350 et déjà fallait chercher là-dedans, etc. Et moi, je disais déjà à mes élèves à l'époque, pour l'inspi oui, mais à la limite autant aller sur Ouais. Dribble, autant vous faire vous un brainstorm de tout ce que vous aimez, etc. Plutôt qu'aller chercher comme ça 1 million de templates parce que finalement on se perd. Et du coup, j'ai l'impression que aujourd'hui l'IA tel que c'est proposé sur la génération de sites web, bah c'est un peu comme ça, c'est un mélange de templates, de textes faits par ChatGPT, mais il est moins instruit que ChatGPT. Enfin, moi, je suis déçue. Franchement, quitte à passer Bah, pour ma grand-mère qui voulait pas d'internet il y a 20 ans. Non, je trouve que tu vois sur l'écriture, oui, il y a quand l'écriture, même ça quelque va. chose qui est intéressant, même sur le code, hein, sur la partie dev. Je vois que Vic il s'en sert pas Ça, mal. Il y c'est a quand vrai. même quelque chose d'intéressant. Mais tu vois, je trouve que sur le site web, c'est un peu plat encore. Je trouve pas que ça apporte une grosse Bah, solution. en fait, c'est marrant, c'est surtout ça, c'est ludique, c'est Oui. marrant, ça. Mais voilà, enfin, moi, je l'ai pas mal utilisé parce que j'ai fait un chapitre dessus sur la formation, mais personnellement, pour moi ou pour mes clients, je l'ai jamais utilisé. Ce serait même, honnêtement, ce serait plus une perte de temps. Puis, honnêtement, c'est pas satisfaisant de se dire, oh, bah voilà, j'ai généré avec l'IA, bon, bah, super, bravo, Mm. quoi. Bon, après, là, c'est personnel, hein. Mais, Oui. pour apprendre, c'est sûr et certain que c'est pas du tout la solution. Et, comme tu dis, pour le coup, c'est peut-être vraiment, si vraiment vous souhaitez pas apprendre, par exemple, pourquoi pas, vous souhaitez aller super vite, bah, les templates seront peut-être plus intéressants, quitte à les modifier derrière, que de Mhm. passer par l'IA et de lui demander je sais pas combien de prompts jusqu'à arriver au résultat attendu, quoi. Bon. Mm. Moi, un seul business model que je verrais, tu vois, autour de l'IA aujourd'hui sur un webmaster, ce qui se faisait déjà un peu avec les templates il y a 5 6 ans, c'était de se dire, bah, je vais faire des sites très peu chers, très peu C'est ça. personnalisés. Ça va quand même permettre à quelqu'un qui a pas beaucoup de budget, bah, d'avoir un site qui est joli, qui est sécure et voilà, qui tient la route. Mais avant, on le faisait avec des templates en fait, hein. On avait prévu nos templates en Ouais. fonction de ton secteur d'activité. Bon, bah là, avec l'IA, on va pouvoir aller un peu plus vite. Ça peut être intéressant. Après, c'est des business models. Moi, j'ai accompagné 2 3 personnes qui essaient de faire ces business models-là. Ça a quand Ça même va pour un rapidement temps, ses quoi. limites. Ouais, ça a Ouais. rapidement ses limites. Mais Et bon. encore là-dessus, je pense, tu crées toi-même tes templates que tu réutilises après parce que C'est ça. il y a plein de templates ou même des créations de l'IA, quand tu veux les modifier, c'est pas si simple à prendre en main au final, hein. Donc à moins que tu les connaisses, que tu aies travaillé dessus et cetera, bah, ça va. Mm. Mais souvent même pour ces, types de business, on va plus créer, soi-même ces templates et les réutiliser derrière, quoi. C'est là, tu es sûr d'aller plus vite et tu sais exactement où chercher, quoi, mais voilà, C'est donc ça. bon. Eh ben, on referme la parenthèse IA parce qu'on peut rester là toute la journée. S'il y a d'autres questions, Exactement. n'hésitez pas. Alors, je regarde un petit peu parmi les questions qu'on aurait loupées. Alors, je repars un petit peu au début. Ta. Alors, on avait une question de Nathalie. J'espère que Nathalie est encore là, mais de toute façon, c'est une bonne question pour tout le monde. Si on développe Mmh. un site en codant, c'est uniquement le développeur qui a la main pour changer certaines choses sur le site, oui ou non? Oui et non, ça dépend. Alors si, le développeur cite entièrement, le code, le site de A à Z, il passe pas par un outil, par un CMS. Alors, c'est possible qu'un autre développeur puisse quand même modifier le site parce que, bah, c'est comme, un code, c'est comme un langage, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui parle espagnol. Et bah, un autre espagnol pourra comprendre et modifier, etc. Par contre, bah, prenons l'exemple de l'espagnol, restons là-dessus. Peut y avoir aussi des espagnols différents si on est en Amérique latine, en Espagne ou dans telle contrée, etc.
Et chacun a sa manière de coder, mine de rien. Il y a un code de base, il y a un langage de base, mais chacun a sa manière de coder. Et parfois, un autre développeur, du coup, devrait pouvoir s'en sortir, je pense, mais ça met quand même un petit peu plus de temps de s'y retrouver parce que c'est pas sa manière de coder à lui. Voilà. Donc, en soi, c'est faisable de modifier, mais ça peut être un petit peu embêtant quand même. Quoi d'autre? Après, il y a le langage serveur. On a vu qu'il y en a plusieurs, donc un autre développeur ne peut ne pas utiliser le même langage serveur et dans ce cas-là, il comprend rien à l'autre, hein, tout simplement. Là, c'est deux langues différentes. Après, si le développeur a fait du code mais sur un CMS comme WordPress, et si c'est une demande du client, ce qui est souvent le cas, il peut laisser une partie justement plus simple à prendre en main pour le client. Si le client veut changer du texte, modifier une image, voilà, faire des petites modifications comme ça, en passant par un CMS, c'est tout à fait possible, tout en permettant de faire des choses ultra personnalisées avec des outils vraiment conçus spécialement pour le client parce qu'il y a une demande très spécifique et dans ce cas-là réalisé par un développeur. Voilà, par exemple. Par contre, il faut changer des choses très spécifiques sur cet outil, à moins que ça ait été prévu en amont par le développeur, mais sinon, ce sera au développeur de changer, oui. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça que c'est très demandé par les clients d'utiliser des outils, parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés par des développeurs et qui étaient dépendants du développeur derrière pour faire tel modif, etc. Et c'est une grosse perte de temps. Et le jour où le développeur arrête son activité, c'est encore pire. En gros, c'est galère. Exactement. C'est ce qui revient souvent. Les développeurs, c'est vraiment quand le client, je sais pas, veut vraiment développer son propre CRM avec un outil spécifique, voilà, tout avoir en interne pour X raisons. Voilà, là, on aura besoin d'un développeur, développer des applications mobiles qui vont avec ceci, cela. Bon. Voilà, c'est plus particulier. On a également une question de Samira qui recoupe un petit peu. Est-ce préférable, conseillé de connaître un langage même si on utilise un CMS? Si on veut aller plus loin, si on veut se perfectionner, moi je pense que c'est bien d'avoir des bases quand même en HTML, CSS. Donc là, c'est la partie mise en page. Parfois, ça peut arriver sur certains outils, on n'a pas la main sur, je sais pas, la couleur d'un élément et on est embêté. On fait une petite ligne de CSS et hop, ça marche mieux. Donc d'avoir juste des bases. Moi, je sais pas coder du CSS par exemple, mais j'ai les bases. Et pourquoi pas, on demande à ChatGPT ou on trouve un tuto en ligne quel code je peux utiliser pour modifier ceci, cela. On insère le code et hop, on a le résultat souhaité. Mais c'est quand même bien d'avoir des bases. Mais ça, c'est pas obligatoire du tout. C'est juste à certains moments, ça peut arriver qu'on en ait besoin. C'est un plus, mais c'est pas indispensable. On peut carrément s'en sortir sans ça. Après, un langage serveur, pareil, ça permet d'aller encore plus loin. Voilà, ça dépend à quel point est-ce que voilà, à quel point vous souhaitez être compétent dans cette activité-là, quoi. Mais c'est pas obligatoire. Après, comme d'habitude, c'est quand même mieux de s'y connaître si on veut aller encore plus loin, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense que CSS, ne serait-ce que la compréhension de comment ça fonctionne. D'ailleurs, dans les cours co, il y en a deux. Il y a deux cours co sur l'utilisation de CSS, HTML dans WordPress. C'est quand même, comme tu dis, intéressant de savoir comment ça fonctionne. Après, on peut être au niveau où juste on demande, on va chercher sur Google le bout de code, mais faut savoir où le mettre, faut pouvoir le comprendre, faut pouvoir le personnaliser. C'est Ça, je ça. pense que c'est le minimum. Après, on se rend compte, enfin voilà, background color, oui, c'est la couleur de fond, voilà. Donc je sais pas, ouais, au final, on s'y retrouve quand même, voilà. C'est juste qu'il y a certaines choses, oui, il faut mettre 2 points là, faut mettre le point virgule là, c'est des petits éléments. C'est ça que j'aime pas dans le code, c'est que tu oublies un point virgule, il y a plus rien qui marche, tu sais pas pourquoi, t'as 10 000 lignes de code, il faut que tu retrouves la petite erreur là. Bon, et même quand tout est bien fait, ça marche pas. Mais bon. Mais c'est important d'avoir ces petites bases-là. Après, la V2, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, c'est évidemment formation PHP pour passer un peu le cap et devenir plutôt développeur WordPress. Alors là, c'est un autre métier, c'est un autre tarif et c'est d'autres clients aussi. Mais ça peut être intéressant. De toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours à nos étudiants. WordPress, c'est une super base pour se lancer dans le digital. Mais il va falloir se trouver une ADN, il va falloir se trouver une spécialisation. Donc toi, par exemple, c'est la rédac et la partie SEO. Moi, c'était plutôt le graphisme. Pour certains, ça va être un peu plus le SEO, d'autres le code, etc. C'est intéressant d'avoir ce truc qui vous différencie en fait sur le marché de la création de site web avec WordPress. Donc, le fait de savoir coder, ça peut être aussi voilà une différenciation. Tout à fait.
Et alors, attends, je continue, je continue. Il y a encore 34 personnes, donc il y a encore des gens qui écoutent nos réponses. Alors, on a Yves qui nous dit, j'ai entendu parler d'un CMS 100% no code, Bubble. Qu'en pensez-vous? Quels en sont les inconvénients? J'ai jamais testé Bubble personnellement, mais après tous les CMS qu'on a présentés, à part Drupal qui est un petit peu différent, tous les CMS qu'on a présentés jusque-là sont vraiment no code aussi. Hein, il n'y a pas besoin de coder. Mhm, Bubble, même si c'est no code, comme on l'a vu au début, il y a du code quand même. Hein. Donc mhm, après, je sais pas si on peut toucher au code sur Bubble. Dans ce cas-là, ce serait presque plus un inconvénient qu'autre chose parce que c'est toujours intéressant de pouvoir toucher au code si besoin. mhm. Je pense qu'on a quand même accès au code. Hein. Donc là-dessus, je Oui. pense pas qu'il y ait trop de différence par rapport à ça, par rapport à WordPress ou d'autres CMS. Alors, il y a quand même une grosse, grosse différence sur Bubble, c'est que c'est pour Ok. propulser des apps, donc web app Ah, ou app pour ça mobile. que je connais pas trop. Alors, la différence entre un site web et une web Ah, app, elle est assez fine hein, quand on s'y connaît pas trop. La web app, bah, pour ceux qui sont en formation Web My Day, c'est typiquement votre plateforme e-learning. En fait, une web app, c'est quelque chose qui va nécessiter une connexion avec un espace client, etc. Donc, on peut créer une sorte de web app sur WordPress avec des plugins de portail client, des choses comme ça. Mais en tout cas, lui, Bubble, il est vraiment pensé pour cette partie-là. Alors, je pense qu'on peut s'en sortir pour propulser un site web là-dessus, mais je pense que ça va être très très compliqué. Pour le ouais, coup, c'est pas conçu pour, quoi. non, c'est pas conçu pour. C'est vraiment se compliquer la vie. Par contre, quand on veut lancer une web app ou une app mobile, ça a été une grosse révolution Bubble parce que c'est vrai qu'avant la web app, bah, soit tu te dépatouillais avec du WordPress, mais ça fait quand même un site qui est très très lourd à la fin parce que tu as empilé des plugins, des machins. Soit tu fais comme Victor et tu suis un bootcamp de code de 6 mois pour construire ta web app. Et donc Bubble a quand même pas mal révolutionné le marché sur cette partie web app. Après, moi, je l'ai pas utilisé Mm. moi-même. Je sais pas ce que ça vaut. En termes d'interface, ça s'approche un peu de Webflow et Framer. Faut quand même être pas trop mauvais dans le monde du digital, du graphisme, etc. pour avoir une bonne prise en main. Je conseillerais pas Bubble comme premier outil. No code Non, qu'on pas connaît. pour faire de la création de site, quoi. Mais c'est vrai que l'outil a l'air super intéressant quand même, ouais. Mais Ouais, pour d'autres l'outil est choses, cool. quoi. Tout. Eh bien, je crois qu'on a fait Eh bien, on a Milly qui nous demandait pour proposer des services de création de site web en tant que freelance, est-ce que c'est WordPress qui est le plus optimisé? Le plus optimisé, ça dépend. En tout cas, ça fait partie des plus intéressants, mais c'est surtout le plus demandé, puisque c'est le plus populaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de clients qui ont déjà WordPress d'installer, par exemple, sur un autre site, ou qui veulent faire une refonte de site, mais qui sont déjà sur WordPress, donc ils connaissent déjà l'outil, ou alors ils se sont renseignés, ils ont décidé de passer par WordPress. Voilà, donc c'est le plus demandé, quoi. Je sais pas si c'était la question. Oui, bah, je pense. Et puis, il y a quand même cette force que ce soit gratuit. Il me semble que Milly Oui. est en formation graphisme chez nous, si je dis pas de bêtises. Et la grosse force des WordPress, contrairement au graphisme, c'est que nous n'avons pas le prix de l'outil à impacter sur Exactement. notre clientèle. Alors, en On vrai, n'a pas Adobe, ils besoin s'en d'un sortent ordi super performant. en plus. Non, mais c'est vrai, Adobe, ils s'en sortent parce que finalement, bon, tu payes une fois l'outil, puis si tu as quelques clients, ça s'amortit assez vite. Sur les autres outils, j'en parlais tout à l'heure avec Webflow, sur les autres outils, très souvent, l'utilisation, c'est par site. Donc en fait, tu te Mmh. retrouves à devoir expliquer à ton client qu'il va falloir lui qui paye mensuellement pour l'outil que toi, tu as choisi. Croyez-en mon expérience, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'est vrai que WordPress a cette facilité-là. Après, c'est pas le seul. Hein. PrestaShop, comme tu disais, Drupal, etc. sont aussi gratuits. Alors, on avait Anne-Louis qui nous demandait si Elementor est traité dans la formation. Ça, on a Oui. déjà répondu. On avait Nathalie qui nous demandait si on souhaite faire un site vitrine, est-ce que Wix est suffisant? Donc ça, il me semble qu'on y a répondu également. Bah, ça dépend le site vitrine. Si c'est vraiment un site très, 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 très basique, oui, mais dans la partie technique, on pourra vite être limité. Et surtout, si un jour, tu souhaites justement rajouter des fonctionnalités, même si c'est 2 ans après, et qu'en fait, cette fonctionnalité n'existe pas, bah, t'es obligé de changer, de recommencer à zéro. Donc, bon, voilà, il y a quand même ça à prendre en compte.
Ouais. Mais Bah, en il y a un soi, peu le pourquoi pas, hein. risque, je sais plus qui dans le chat, il me semble que c'était Cathy, qui se retrouve après avoir construit un site avec le Oui, WooCommerce payant. Bon, ouais, c'est souvent ce qui se passe. ça C'est arrive. souvent ce qui se passe sur Wix. Je l'ai vécu moi-même. Alors, je pense que depuis, ils se sont améliorés Wix. Mais moi, le premier site que j'ai créé, je l'ai créé sur Wix. Je voulais faire une box par abonnement. Et à l'époque, le Ah plugin oui, n'existait pas. ah Donc oui, moi, j'ai oui, oui. construit tout mon truc en me disant, bah voilà, j'ai passé un Aïe, temps fou aïe. sur le design, le logo, le machin. Et je me suis intéressée à la fin, tu vois, à la technique, en me disant, bon allez, c'est maintenant, on met les mains dans le cambouis. Et en fait, le truc n'existait pas. Euh, maintenant, ça existe, mais à l'époque, ça Oui, c'est n'existait un pas. peu dommage. Euh, alors, écoute, on a dégrossi toutes les questions sur la partie création de site web, WordPress, etc. On a Anne-Louis qui nous demande, alors en termes de SEO optimum, je suis désolée Anne-Louis, mais je sais pas à quel moment vous avez posé cette question. Est-ce que c'était au moment de l'IA? Est-ce que c'est quand on parlait d'un outil en particulier? Donc n'hésitez pas à me le Mmh. repréciser dans le chat. Et Anne-Louis qui nous demande aussi, dans la formation WordPress, est-ce qu'on traite la partie WooCommerce et Google Analytics 4? Ouais. Alors, Google Analytics, on montre effectivement les bases, hein. On montre comment l'installer, on montre justement les différents réglages qu'il y a à faire pour que ce soit un suivi optimisé, pertinent, cohérent. Et on montre le fonctionnement, hein, comment on analyse ensuite les données sur Google Analytics 4. Après, c'est pas une formation de suivi de trafic, hein, peut-être que ça viendra un jour chez WebMyDay. C'est pas une formation poussée sur Google Analytics parce que Google Analytics pourrait avoir vraiment une formation entière dédiée. C'est un outil complexe à prendre en main, donc il y a les bases. Et WooCommerce, pareil, on a un chapitre dédié WooCommerce. Donc là, c'est pareil, c'est les bases de WooCommerce, les différents types de produits, l'installation du paiement, etc. Voilà, tous les réglages, etc. pour créer un site e-commerce gratuit de A à Z. Voilà. Après, comme je disais, les sites e-commerce, à chaque fois, presque à chaque fois, il y a toujours des demandes hyper spécifiques qu'on n'a jamais eues auparavant. Là, ce sera à voir avec le coach si jamais vous souhaitez faire un site e-commerce avec des besoins spécifiques. Et peut-être que non aussi, hein. Ça dépend. Ça arrive quand même Je régulièrement, rebondis sur Google Analytics. Effectivement, c'est une formation qu'on hésite à faire. Il y a une certification qui existe. hein. Ah Le bah tiens. dossier est top, les compétences sont top, mais on n'est pas sûr qu'il y ait autant de monde que ça intéresse. Donc, tant qu'on est là dans le chat, s'il y en a qu'une formation de 3 mois sur la partie analyse de trafic pourrait intéresser, dites-le moi. Ça pourrait nous Petit aider sondage. aussi à prendre la décision de développer ou pas cette formation. On a Nicolas qui nous demande, les freelances travaillent sur quel statut? Quel statut est-ce qu'il faut pour se mettre en freelance? Bah, alors pareil, il y a une partie là-dessus dans la formation et si besoin, il y a la formule freelance que tu as présentée, Léopoldine. Mais très souvent, hein, pour la plupart pour les coachs qu'il y a à WebMyDay, je sais pas, mais je crois que la plupart ils sont en micro-entreprise, hein. À partir du moment où vraiment on peut changer de statut et prendre le statut au-dessus pour X raisons administratives. Mais quand on débute, Mmh. souvent, ça va être plutôt micro-entreprise, hein. Après, Ouais. tu as le droit de te lancer à fond les ballons en te disant ah, je veux monter une agence directe, je vais avoir plein de clients, tu es très ambitieux dès le début et tu montes une société, hein, mais souvent, on est quand même en micro-entreprise. Ouais, c'est ce qu'on va conseiller dans la formation freelance là sur le Ouais. dernier mois, hein. Moi, c'est ce que je dis dans les cours. Bon, déjà, ce qu'on dit toujours, c'est attendez votre premier devis, premier client validé pour créer le statut, parce que notamment il y a pas mal d'aides au niveau de l'ACRE, etc. C'est dommage de créer son statut aujourd'hui, suivre une formation de 3 mois, mettre un mois ou deux à créer ses offres et en fait signer son premier client dans 6 mois. Vous allez avoir passé 6 mois dans l'ACRE ou même ne serait-ce que juridiquement embêté parce qu'il faut déclarer, etc. pour rien. Donc, vous n'avez pas besoin d'un statut officialisé pour signer un devis. Donc, cherchez d'abord un client. Une fois que le client est signé, validé, vous pouvez tout à fait envoyer un devis avec code siret en cours d'attribution, etc. Et là, on part. Et effectivement, sur des modèles de business où on est nous-mêmes le produit, donc tout ce qui est prestataire, on conseille de partir sur de l'auto-entreprise. C'est moins vrai lorsque vous allez vendre des produits physiques, puisque sur Ouais. l'auto-entreprise, vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires et non le bénéfice. Donc, si vous vendez des chaussettes 10 euros, mais que ça vous coûte 8 euros à produire, vous êtes taxé sur 10 euros. C'est pas tout à fait parce qu'il y a de l'abattement, etc. Mais globalement, ça peut même vous faire perdre de l'argent.
C'est pas vrai quand on est prestataire puisque c'est vous le produit, donc forcément, normalement, vous êtes à peu près à 100% de marge. Il faut 98 quand on a enlevé les outils, etc. Donc normalement, on part en auto-entreprise avec souvent effectivement comme objectif de se dire d'ici 4-5 ans, peut-être que j'aurai besoin d'embaucher, peut-être que j'aurai besoin de sous-traiter, etc. Et là, je pourrais éventuellement changer de statut. On a Cédric qui nous demande quel livre peut-on acheter pour apprendre le codage HTML, CSS qui peuvent servir pour améliorer certaines choses, car j'ai eu le cas dans ma formation. Ok. Alors, livre, j'en connais pas, mais après, il y a pas mal de tutos. Attends, faudrait que je retrouve. Alors, tu peux avoir les cours collectifs de Victor pour avoir les bases. Mais en livre, écoute, moi, j'en connais. Enfin, il y en a évidemment, mais moi, j'en connais pas spécialement. Et les outils, je dois en avoir qui traînent. Sinon, il y a Cédric, si, mais parce qu'il me pas en semble que code. Cédric était en formation chez nous. N'hésite pas à poser la question sur Slack. Pour le coup, je pense que Victor ou Béatrice, d'autres personnes d'anciens devs, pourront mieux te conseiller. C'est sûr et certain. Ouais. Puis c'est vrai que t'as aussi, je les retrouve pas là, mais t'as des sites qui existent où ils te demandent de faire quelque chose, ils te demandent de reproduire le code et tu vois en direct le résultat. Personnellement, c'est que mon avis, mais je trouve que pour apprendre le code, c'est quand même bien de le faire directement en ligne, de voir les résultats, etc., que de suivre sur un livre où tu peux pas copier-coller, parce que mine de rien, le code, ça peut être très très long pour faire un tout petit truc. Si tu regardes juste un livre, tu peux perdre un petit peu de temps que de partir sur des structures de code de base que tu peux réutiliser, etc. Bon, ça c'est qu'un avis. Effectivement, Lynn, tu me fais penser à un outil effectivement sur lequel moi j'ai appris le code que j'adore, c'est Code Academy. Alors je sais pas si tu connais, oui. C'est ce système où effectivement tu as une leçon, un exercice, une fenêtre de code. Ça. Après, c'est plus à destination quand même d'un futur dev, plutôt que quelqu'un qui veut apprendre un petit peu à rajouter des choses sur WordPress. Oui. Mais moi, j'ai commencé là-dessus. Ouais, mais si tu veux avoir les bases, c'est bien aussi. Ouais, puis l'interface est sympa. Franchement, l'interface est sympa. Ouais, c'est ça. Écoute, je te propose qu'on prenne une dernière question parce que tu nous connais, Lynn, on peut rester là tard. Et moi, j'ai un train à prendre. J'arrive dans ta région cet après-midi. Je vais à la Baule. Oh, mais non. Mais si. Bon, je suis quand même loin de toi. Oui, je sais que c'est pas les Bretons. Attention. Ils le savent, les Bretons. Alors, dernière petite question qui est très, très importante, qu'on entend énormément dans le cadre lorsqu'on est à son compte. Comment héberger le site de nos clients ? Est-ce qu'on achète pour eux le nom de domaine sur notre hébergeur et on lui donne les codes accès admin ou pas ? Ou est-ce qu'on fait autrement ? Alors, pareil, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui a la formation WordPress, mais sinon il y a la réponse dans le module 8, il y a un petit chapitre ou une vidéo, je sais plus, consacrée justement à cette question qui revient très souvent quand on se lance. Alors il y a 3 solutions possibles, soit effectivement tu mets le site de ton client sur ton hébergement. Le souci c'est, du coup ça c'est bien si c'est toi qui fais la maintenance du site notamment, comme ça tu as tout de ton côté, etc. Même si tu peux aussi faire la maintenance du site de ton client, même s'il n'est pas sur ton hébergement, ça c'est pas un souci. Le seul problème de cette option-là, c'est le jour où le client veut changer d'hébergement, veut récupérer son site pour qu'il soit sur son hébergement à lui ou qu'il veut passer par un autre prestataire, etc. Là, on est obligé de migrer l'hébergement, ce qui, ça se fait, mais si on peut éviter, c'est quand même mieux. Ou alors, tu peux l'accompagner en visio, par exemple, pour que ce soit lui qui fasse la réservation de son hébergement de nom de domaine, par exemple. Ou alors tu fais à sa place, tu lui crées son compte, soit il te donne des codes de carte électronique avec juste le montant qu'il faut, par exemple, ou alors tu le factures, mais dans ce cas-là, il faut prendre en compte que y a un rabattement, donc il faut que tu le fasses payer vraiment plus cher. Bon, voilà, là, ça dépend de chaque client. Et dans ce cas-là, au moins, il a vraiment son site, son hébergement. Et après, oui, c'est bien, je trouve personnellement, de donner les accès WP Admin
à la fin du site, une fois qu'il est construit, une fois que tu as eu justement le règlement de la facture surtout. Tu peux créer un code d'accès WP Admin, mais en mode abonné par exemple, où il n'a accès à rien si ce n'est juste voir son site internet. Et tu peux mettre en administrateur où là, il a accès à l'ensemble du site une fois que ton client t'a réglé. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une sécurité. Qui t'a réglé et que tu lui as montré un peu comment on supprime pas les pages aussi, hein. Pour éviter qu'il... Ah oui. Dernière petite question. Il me semble que Laura est en formation graphisme, si je dis pas de bêtises. Dernière petite question de Keltouma qui reprend un petit peu cette question. De la même façon, comment ça se passe pour la refonte d'un site? Hébergement, nom de domaine. Comment est-ce qu'on Hébergement de nom de domaine. Ça? Alors, s'il y a un changement de nom de domaine, on peut créer le site directement sur le nouveau nom de domaine en mode maintenance, etc. Et quand il est fini, on fait une redirection de l'ancien nom de domaine vers le nouveau. S'il n'y a pas de changement de nom de domaine, c'est-à-dire que c'est la refonte, par exemple, WebMyDev fait une refonte, et ben on va pas modifier le site directement qui est en ligne. Hein. Donc dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelle soit on crée un sous-domaine, donc c'est un sous-domaine du nom de domaine, voilà, qui est gratuit, qui est un nouveau site à partir du nom de domaine de base. Donc celui-là qui est pas visible sur Google, voilà, on le laisse en maintenance, on le laisse cacher, etc. le temps de construire. Et ensuite, on migre vers le bon nom de domaine pour une fois que le site est finalisé. On peut aussi faire le site en local. Donc en local, c'est-à-dire que c'est sur son ordinateur, le site n'est pas en ligne, on installe un logiciel sur l'ordinateur et on crée le site sur ce logiciel sur son ordinateur. Et une fois qu'il est terminé, une fois que la refonte est terminée, on le migre vers le bon nom de domaine, le bon site, voilà, pour finaliser la refonte. Nickel. Nickel. Bah, écoute, Lynn, je crois qu'on a fini les questions. Bon, j'ai eu pas mal de réponses sur mon Google Analytics. Voilà, tout le monde dit que peut-être que 3 mois de formation, c'est un peu long pour Google Analytics. Ah, bah bon, ça après, peut c'est pas peut-être que être, Google Analytics, hein, c'est analyse de trafic. Du suivi. Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses. Mais c'est intéressant d'avoir vos retours. Je les transmets à Victor, dont c'est le projet fil rouge cette année, cette formation Google Analytics. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci à tous pour votre bonne humeur. On a passé un super moment. Franchement, tout le monde a été hyper bienveillant, beaucoup de questions hyper intéressantes, hyper pertinentes. Merci à tous. Comme d'habitude, le replay sera posté sur YouTube. Si vous avez besoin d'informations en plus, je vais vous mettre le lien vers l'équipe admission. Donc, si vous voulez prendre un petit rendez-vous pour discuter, pour ceux qui restent, pour les plus courageux qui sont là jusqu'à la fin, voilà, n'hésitez pas. Tac, c'est ici. On a pas mal de dispo en plus pour une fois parce qu'on a une petite nouvelle qui vient d'arriver. Elle s'appelle Élise. Elle est bretonne comme toi, Lynn. Elle est adorable. Donc, n'hésitez pas. Et puis voilà. Ben, merci à tous. Merci, Lynn. Merci à tout le monde. Hein. Merci pour votre participation, pour votre présence. Et puis, à une prochaine fois, très certainement, pour un prochain webinaire ou pourquoi pas en formation. Google Analytics. Alors, pas avec moi. Hein. Merci beaucoup. Allez, je te libère, Lynn. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Salut, merci. Salut.